Léonard Pierce, un milliardaire froid et aigri, cloué dans un fauteuil roulant depuis 5 ans, était persuadé que personne au monde ne pourrait l'aider. Mais lorsqu'un petit garçon noir de seulement 11 ans se présenta au portail de son manoir en affirmant pouvoir le guérir, il éclata de rire, plein de mépris. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet enfant venu d'un milieu modeste allait tenter l'impossible et bouleverser sa vie à jamais. Léonard observait par la fenêtre blindée de son bureau situé au 2e étage de son manoir. En contrebas, dans le jardin parfaitement entretenu qui s'étendait sur des hectares, Mario tentait de réparer le système d'irrigation endommagé par l'orage de la veille. Jardinier depuis 15 ans à Crestwood Park, il connaissait chaque arbre, chaque fleur, chaque recoin de ce paradis artificiel. Mais Léonard n'éprouvait aucun respect pour son dévouement sans faille. Incompétent, marmonna-t-il entre ses dents en appuyant sur l'interphone doré qui contrôlait l'ensemble de la propriété. Mario, viens ici tout de suite. 5 minutes plus tard, Mario entra dans le luxueux bureau, les mains encore pleines de terre et le visage perlé de sueur après le labeur du matin. C'était un homme simple, d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, qui avait toujours traité Léonard avec un respect sincère, même dans les pires moments. Monsieur Pierce, le système fonctionne à nouveau. C'était juste un problème de minuterie électronique à cause de la pluie. J'ai remplacé la pièce défectueuse, dit-il. Et après 15 ans, l'interrompit Léonard sèchement, faisant pivoter son fauteuil roulant pour le fixer de ses yeux glacials, 15 ans que tu travailles ici et tu es encore incapable d'empêcher les pannes sous ta responsabilité. Monsieur, c'était une panne électrique causée par un orage. Même les meilleurs équipements peuvent. L'essentiel, c'est que le problème est réglé et je ne veux pas de tes excuses pathétiques. Tu es viré. Tu as 1 heure pour quitter ma propriété. Mario devint aussi pâle qu'un linge. Ses mains tremblèrent légèrement. Monsieur Pierce, je vous en prie, réfléchissez. J'ai une famille à nourrir. Ma femme suit un traitement contre le cancer et j'ai besoin de la mutuelle. 1 heure, Mario, ne m'oblige pas à appeler la sécurité pour te raccompagner. La cruauté dans la voix de Léonard était tranchante. Il observa avec une satisfaction amère Mario sortir la tête basse, portant le poids de 15 années de travail honnête, balayé d'un revers de main par un caprice cruel. Une fois la porte refermée, Léonard se replongea dans la contemplation de son domaine. Le manoir de Crestwood Park, vaste de 200 acres, n'était pas seulement sa demeure, c'était son royaume absolu. Chaque meuble importé d'Europe, chaque tableau de maître, chaque employé méticuleusement formé était là pour lui rappeler en permanence l'étendue de son pouvoir. Même coincé dans ce fauteuil roulant italien depuis 5 longues années, il régnait sur son monde d'une main de fer. L'accident s'était produit lors d'une course clandestine de voitures de sport en montagne. Léonard avait toujours aimé la vitesse extrême, la sensation de dominer toute machine, toute situation, toute personne. Ce jour-là, il perdit le contrôle de sa Ferrari dans un virage dangereux. La voiture fit plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre un arbre centenaire. Il se brisa la colonne vertébrale en 3 endroits et les meilleurs médecins du pays lui annoncèrent qu'il ne marcherait plus jamais. Depuis, sa colère et son amertume ne cessèrent de grandir, le transformant en une version encore plus impitoyable de lui-même. Il était presque midi lorsque l'interphone sonna de nouveau, interrompant le cours de ses sombres pensées. Monsieur Pierce, dit la voix posée de Margaret, sa gouvernante depuis plus de 10 ans. Il y a un garçon au portail principal. Il affirme que c'est urgent et qu'il doit absolument vous parler. Un garçon ? Quel âge ? Demanda Léonard, agacé. Et qu'est-ce qu'il me veut, ce gamin ? Il semble avoir environ 11 ans, monsieur. Il est très poli mais insiste pour vous voir en personne. Il dit qu'il peut vous guérir. Léonard éclata d'un rire amer. Me guérir ? Quelle blague de mauvais goût ! Virez-moi ce gosse sur le champ. J'ai déjà essayé plusieurs fois, monsieur, mais il est très tenace et respectueux. Il n'a pas l'air mal intentionné. Peu importe s'il a l'air d'un petit ange, je ne veux voir personne, encore moins un enfant avec des histoires absurdes. Mais quelque chose dans l'insistance inhabituelle de Margaret éveilla une curiosité malsaine chez Léonard. Depuis 5 ans, des gens du monde entier avaient tenté de lui vendre des traitements miraculeux.
Des médecins renommés venus d'universités prestigieuses, des thérapeutes alternatifs aux méthodes exotiques, des charlatans promettant l'impossible. Léonard les recevait parfois uniquement pour le plaisir de les humilier, de prouver sa supériorité intellectuelle et de détruire leurs espoirs naïfs. « Très bien, » dit-il enfin, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « Faites entrer ce petit guérisseur. J'ai besoin de me divertir un peu aujourd'hui. » 15 minutes plus tard, Margaret revint, accompagnée d'un jeune garçon noir, mince, vêtu de vêtements simples mais d'une propreté impeccable. Ses yeux brillaient d'une confiance tranquille qui contrastait avec son jeune âge. Il ne sembla nullement intimidé par la grandeur oppressante du bureau, ni par la présence froide et menaçante de Léonard. « Alors, c'est toi le petit prodige qui prétend pouvoir me guérir, » se moqua Léonard, le sarcasme tranchant. « Comment tu t'appelles, petit docteur ? » Caleb, répondit le garçon en soutenant le regard du milliardaire sans la moindre trace de peur ou d'hésitation. Et je peux vraiment vous guérir, monsieur Pierce. Léonard éclata de rire, un rire sonore qui résonna entre les murs de son bureau. Caleb. Quel charmant prénom. Dis-moi, petit génie de la médecine, dans quelle université as-tu étudié? Quel diplôme prestigieux possèdes-tu? On n'a pas besoin d'université pour certaines choses essentielles, répondit Caleb d'un calme impressionnant. Ah bon? Et que sais-tu exactement des lésions complexes de la moelle épinière? De la paralysie irréversible? Les plus grands spécialistes du monde entier ont été formels. Mon cas est sans aucune issue possible. Caleb le fixa droit dans les yeux pendant quelques secondes avant de répondre. Et si ces grands spécialistes avaient complètement tort? Cette question simple en apparence prit Léonard totalement au dépourvu. Pendant un court instant, la moquerie disparut de son visage, remplacée par une expression de réelle surprise. « Tu n'es qu'un enfant », répliqua-t-il en retrouvant rapidement son ton froid et cassant. « Un gamin qui ne connaît rien à la médecine avancée, à la vraie science, à la dure réalité de ce monde. La réalité, c'est que vous êtes coincé dans ce fauteuil depuis 5 ans, dit Caleb sans aucune animosité dans la voix. Et pendant tout ce temps, vous n'avez fait qu'entretenir la colère, le mépris et l'amertume. Peut-être qu'il est temps d'essayer quelque chose de radicalement différent. » Léonard ressentit un mélange déroutant de rage et de curiosité. Ce garçon parlait avec une assurance déconcertante, comme s'il maîtrisait chaque mot, chaque nuance. « Si tu peux vraiment me guérir, » dit-il avec un venin sarcastique, « je te donne 1 million d'euros. » Pour la première fois depuis son arrivée, Caleb esquissa un sourire. « Préparez le chèque, monsieur Pierce, mais sachez que la vraie guérison demandera bien plus que de l'argent. Elle exigera que vous réappreniez à croire. » À croire en quoi, au juste? En vous-même. Léonard passa la nuit entière à se tourner et se retourner dans son lit, obsédé par la rencontre troublante avec Caleb. L'audace tranquille de ce garçon l'irritait profondément et pourtant elle le fascinait d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Le lendemain matin, après avoir à peine touché à sa tasse de café, il demanda à Margaret d'aller chercher le garçon à nouveau. « Vous êtes revenu pour vous amuser encore un peu avec ce gamin ?» demanda-t-elle, une inquiétude presque maternelle dans la voix. « Je suis revenu pour lui montrer ce qu'est la véritable réalité scientifique », répondit Léonard sèchement, bien que sa voix trahisse une légère nervosité. Lorsque Caleb arriva, Léonard avait soigneusement préparé une grande table en acajou couverte de dossiers médicaux détaillés, de rapports techniques rédigés par des spécialistes et de diplômes encadrés provenant des plus grands médecins du pays. « Installe-toi confortablement, » dit-il d'un ton autoritaire en désignant un fauteuil en cuir. « J'aimerais te montrer quelques documents essentiels à ton éducation. » Caleb s'approcha de la table massive et examina les papiers dans un silence absolu, ses yeux parcourant chaque page avec une attention étonnamment sincère. « Voici les meilleurs spécialistes du Brésil, » commença Léonard, lançant sa présentation bien rodée. Celui-ci a étudié la neurologie à Harvard pendant 8 ans. Cet autre est considéré comme une sommité mondiale en matière de lésions médulaires complexes. Celui-là a opéré plus de 1000 cas similaires aux miens et tous, sans exception, ont été unanimes. Mon état est médicalement irréversible. Et vous les croyez aveuglément, demanda simplement Caleb. Bien sûr que je les crois, sans la moindre réserve.
Ils ont consacré des décennies à leurs études, ont une expérience internationale inégalée et disposent de la technologie médicale la plus avancée au monde. Et pourtant, vous êtes toujours exactement dans le même fauteuil roulant depuis 5 ans. Léonard serra les poings. Parce qu'il est médicalement impossible de me guérir. La science l'a prouvé de manière définitive. Alors, pourquoi m'avoir offert 1 million d'euros si je réussissais à accomplir l'impossible? La question, posée sans détour, laissa Léonard sans voix pendant un long moment. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ce n'était qu'une plaisanterie cruelle, finit-il par dire, une façon de te montrer à quel point tu es naïf. Caleb prit l'un des examens les plus récents avec précaution et l'étudia avec une concentration étonnante pour un enfant de son âge. Cet examen indique clairement que vous n'avez aucun réflexe mesurable dans les jambes. C'est bien exact. Absolument exact et scientifiquement prouvé. Je ne ressens strictement rien du bas du dos jusqu'aux pieds depuis 5 longues années. Je peux essayer quelque chose de très simple. Léonard hésita. Sa respiration s'accéléra légèrement. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Juste poser doucement ma main sur votre genou droit. Rien de plus. C'est totalement ridicule et une perte de temps. Tu peux toucher ce que tu veux. Je ne sentirai absolument rien. Caleb s'approcha lentement du fauteuil roulant italien. D'un geste délicat et respectueux, il posa sa petite main sur le genou droit de Léonard. Pendant quelques secondes interminables, un silence total s'installa. Seule la vieille tic-tac de l'horloge rythmait l'instant. Et soudain, Léonard ressentit quelque chose, une sensation faible, presque imperceptible, mais indéniablement réelle. Ses yeux s'écarquillèrent, pris d'un choc total. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'avez-vous ressenti exactement? Demanda Caleb avec un calme absolu. Rien. Je n'ai absolument rien ressenti, s'écria Léonard, désespérément. Mais sa voix tremblait comme une feuille au vent. Vous en êtes absolument certain? Léonard fixa longuement son propre genou, visiblement troublé, bouleversé. Cette sensation avait été réelle, il en était sûr. Mais cela allait à l'encontre de tout ce qu'il savait, de tout ce en quoi il croyait. Les spécialistes ont peut-être raison sur bien des choses importantes, dit doucement Caleb en retirant sa main avec précaution, mais ils ne savent pas tout des mystères du corps humain et encore moins des pouvoirs cachés de l'esprit. Tu essaies de me manipuler avec des astuces psychologiques? Non, monsieur Pierce. J'essaie simplement de vous montrer qu'il y a une différence fondamentale entre ce qui ne peut pas être guéri et ce qui n'a pas encore été guéri. Ça n'a aucun sens sur le plan scientifique. La science étudie ce qu'elle connaît déjà et les choses qu'elle ignore encore. Qui les étudie? Léonard passa le reste de la journée à tenter désespérément de recréer cette sensation mystérieuse. Il toucha son propre genou des centaines de fois, se concentra intensément, força son esprit au-delà de ses limites. Rien ne se produisit. Mais le souvenir vif de cet instant impossible était gravé dans sa mémoire comme au fer rouge. Ce soir-là, il appela d'urgence le docteur Henrique, son médecin personnel de confiance. Docteur, dites-moi franchement, est-il théoriquement possible que j'ai ressenti quelque chose dans ma jambe aujourd'hui? Léonard, on en a déjà parlé des dizaines de fois. Vous avez une lésion complète de la moelle épinière. Il est physiquement impossible que vous ressentiez quoi que ce soit. Mais s'il y avait une possibilité infime, une explication? Il n'y a pas de... Et si? Léonard, votre lésion a été cartographiée au millimètre près avec les meilleurs appareils existants. Il n'y a aucune connexion neurologique fonctionnelle entre votre cerveau et vos jambes. C'est anatomiquement impossible. Après avoir raccroché, Léonard resta seul dans l'obscurité totale de sa chambre luxueuse. Pour la première fois en 5 longues années, un véritable doute s'empara de lui, intense et terrifiant. Et si les médecins, malgré toutes leurs compétences, s'étaient trompés? Et s'il existait autre chose, quelque chose que la science traditionnelle ne comprend pas encore? L'impossible, murmura-t-il dans le silence de la nuit. Mais le mot sonnait bien moins convaincant qu'à l'accoutumée. 3 jours angoissants passèrent comme une éternité. Léonard dormait à peine, se retournant dans son lit pendant des heures, l'esprit prisonnier de boucles de pensées sans fin.
Le doute semé par Caleb grandissait en lui comme une graine puissante plantée dans un sol fertile, remettant en question absolument tout ce qu'il avait bâti son existence au cours des 5 dernières années. Au matin du 4e jour, après une nouvelle nuit blanche, il prit une décision qui le surprit lui-même. « Margaret, je veux que tous les employés soient renvoyés pour la journée. Absolument tous. Je veux la maison complètement vide. » « Tous les employés, monsieur ? Mais aujourd'hui, c'est jour de nettoyage complet et... » « Margaret, sans exception. Et faites venir ce garçon, Caleb. » Encore une fois. 1 heure plus tard, Caleb entrait dans le bureau silencieux. Cette fois, Léonard avait soigneusement rangé tous les examens médicaux, les diplômes et les rapports. La grande table en acajou était parfaitement vide, reflétant la lumière dorée qui baignait la pièce par les immenses fenêtres. « Vous avez changé d'avis sur quelque chose ?» demanda le garçon avec son calme habituel. « Peut-être, possiblement, mais je veux être parfaitement clair dès le départ. Si c'est une arnaque, une forme sophistiquée de charlatanisme. Ce n'est rien de tout ça, monsieur Pierce. Mais j'ai besoin que vous me fassiez entièrement confiance, sans réserve. Est-ce que vous en êtes capable ? Léonard fixa ce garçon extraordinaire de 11 ans. Toute sa vie d'adulte avait été construite sur un besoin obsessionnel de contrôle, sur des certitudes inébranlables, sur la domination de chaque situation. Faire confiance, c'était lâcher prise, plonger dans l'inconnu. Honnêtement, je ne sais pas si j'en suis capable. Là alors, allons-y doucement. Pas à pas, pouvez-vous me raconter en détail ce qui s'est passé lors de l'accident ? La question le prit complètement au dépourvu. Léonard ne parlait jamais de ce jour-là, même à ses thérapeutes les plus chers. Pourquoi ce serait important ? Parce que la véritable guérison ne commence jamais dans les jambes, monsieur Pierce. Elle commence toujours dans l'esprit et dans le cœur. Léonard inspira profondément, sentant un nœud se former dans sa gorge. Je participais à une course clandestine dans les montagnes. J'ai toujours aimé la vitesse extrême, la sensation de tout contrôler, les machines, les situations, les gens. Ce jour-là, j'ai perdu le contrôle. Pour la première fois, la voiture a fait 3 tonneaux avant de percuter un arbre. Qu'avez-vous ressenti exactement à ce moment-là ? De la peur, une peur absolue, paralysante. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une peur réelle, dévastatrice. Et depuis ce jour, avez-vous ressenti de la peur à nouveau ? Non, plus jamais. Juste de la colère, de l'amertume, du mépris envers toutes et tous. Caleb s'approcha doucement du fauteuil. La colère est bien plus facile à porter que la peur, n'est-ce pas ? Elle donne une illusion de contrôle. Léonard ne répondit pas, mais au fond de lui, il savait que le garçon avait raison. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux et que vous respiriez lentement, profondément, dit Caleb d'une voix presque hypnotique. Nous allons parler directement à vos jambes. Parler à mes jambes, c'est complètement absurde. Vous avez promis de me faire confiance. Léonard hésita longuement puis ferma les yeux à contre-cœur. Parlez-leur comme à de vieilles amies que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Dites-leur qu'elles vous manquent, que vous avez besoin d'elles. C'est ridicule. Elles ne peuvent pas m'entendre. Ce ne sont que des muscles morts. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Léonard resta silencieux de longues minutes, luttant intérieurement contre ses résistances. Puis, d'une voix basse et hésitante, il commença. Vous me manquez. Marcher me manque. Courir librement, sentir le sol sous mes pieds, monter des escaliers sans aide. Des larmes inattendues commencèrent à couler lentement sur ses joues. C'était la première fois qu'il pleurait depuis l'accident. Les émotions refoulées jaillissaient comme un barrage qui cède sous la pression. Il continuait à leur parler, l'encouragea doucement Caleb. Je ne veux plus ressentir cette colère qui me consume. Je ne veux plus être prisonnier de ce maudit fauteuil. Je veux revivre. Je veux redevenir humain. Caleb posa ses petites mains chaudes sur les jambes inertes de Léonard. Maintenant, essayez de bouger doucement les orteils du pied droit. J'ai essayé ça des milliers de fois en 5 ans. L'essayez encore, mais cette fois ne forcez pas, ne commandez pas. Demandez avec douceur. Léonard se concentra mais d'une manière différente. Il ne donna pas un ordre.
Il fit une demande. Il supplia. Et alors, contre toute attente, il sentit une contraction musculaire nette au niveau du pied droit. Ses yeux s'ouvrirent aussitôt, grand étonnement. J'ai senti quelque chose. C'est impossible. Et essayez maintenant de bouger toute la jambe. Avec une concentration immense et un effort émotionnel colossal, Léonard parvint à contracter visiblement le muscle de sa cuisse droite. Le mouvement était faible, presque imperceptible, mais réel. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix tremblante. « Comment est-ce possible ? » « Parfois, le corps oublie simplement comment fonctionner, expliqua calmement Caleb. Mais il peut toujours s'en souvenir si l'esprit le permet et si le cœur s'ouvre. Pendant les 30 minutes suivantes, guidé patiemment par Caleb, Léonard retrouva des sensations qu'il croyait perdues à jamais. Ce n'était pas une guérison complète et instantanée, mais c'était le début miraculeux de quelque chose qui défiait toute logique médicale. Maintenant, essayez de vous lever. Je ne suis pas encore capable de supporter mon poids. Essayez avec toute votre force. Les mains tremblantes fermement appuyées sur les accoudoirs du fauteuil, Léonard mobilisa toute son énergie. Ses jambes, encore faibles et instables, parvinrent étonnamment à soutenir partiellement son poids pendant quelques secondes précieuses avant qu'il ne se laisse retomber, épuisé mais rayonnant. Il pleurait et riait en même temps. Un mélange d'émotions qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. J'y suis arrivé. Pendant quelques secondes, j'ai réellement tenu debout. Ce n'est que le premier pas d'un long voyage, répondit Caleb avec un sourire sincère. La guérison complète demandera des mois de travail intense, mais l'impossible vient déjà de se produire aujourd'hui. 6 mois de transformation avaient passé. Léonard marchait lentement mais avec détermination dans les jardins luxuriants de son manoir. Il se servait encore d'une élégante canne et ne pouvait parcourir de longues distances sans se reposer. Mais il se tenait debout sur ses propres jambes. Les médecins spécialistes parlaient d'une récupération neurologique spontanée inexpliquée. Caleb, lui, parlait simplement de miracles divins. Léonard savait au fond de lui que c'était à la fois l'un et l'autre. La transformation physique était impressionnante, bouleversante même, mais le changement intérieur était encore plus extraordinaire. L'homme autrefois dur, méprisant, refermé sur sa douleur et son pouvoir, cherchait désormais à aider, à guérir, à transmettre de l'espoir. Sa première action fut de retrouver Mario, le jardinier fidèle qu'il avait renvoyé cruellement quelques mois plus tôt. Par ses contacts, il apprit que Mario travaillait désormais dans une petite propriété pour un salaire bien moindre et sans aucun avantage. « Mario » dit Léonard en s'approchant lentement appuyé sur sa canne. « J'ai besoin de vous parler, c'est très important. » Le jardinier le reconnut immédiatement et sa nervosité fut palpable. « Je suis venu vous présenter mes excuses, les plus sincères qui soient, poursuivit Léonard avec une réelle humilité, et vous proposer de revenir travailler avec moi. Je vous offre une augmentation conséquente ainsi qu'une couverture santé complète pour vous et votre famille. » Mario n'en croyait pas ses oreilles. « Monsieur Pierce, je ne comprends pas ce qui se passe. Je me suis trompé sur tout, absolument tout. Vous avez toujours été un employé exemplaire, loyal et travailleur, et je vous ai traité avec une cruauté injustifiable. Est-ce que vous pouvez me pardonner ?» Les larmes aux yeux, Mario accepta, ému, de reprendre son ancien poste. Léonard fit la même chose avec tous les employés qu'il avait injustement licenciés durant ces années d'amertume. Il réorganisa complètement ses entreprises multimillionnaires. Il mit en place des politiques strictes d'éthique, améliora considérablement les conditions de travail et lança des programmes sociaux pour ses salariés et leurs familles. Mais son projet le plus important, le plus significatif, naquit de sa rencontre avec Gabriel, un petit garçon courageux de 8 ans atteint de paralysie cérébrale sévère. Les médecins avaient dit à ses parents catégoriquement qu'il ne marcherait jamais, qu'il n'aurait aucune vie normale. « J'ai rencontré quelqu'un de très spécial qui pourrait vous aider », dit Léonard aux parents bouleversés. En fait, j'ai appris des techniques qui pourraient changer la vie de Gabriel. Il commença à travailler avec l'enfant patiemment, utilisant exactement les mêmes principes que Caleb avait utilisés avec lui, une patience infinie, une foi inébranlable, des conversations sincères sur l'espoir et la guérison intérieure. « Il faut que tu parles à tes jambes avec douceur », expliquait Léonard à Gabriel avec une tendresse paternelle. « Et dis-leur qu'elles te manquent, que tu veux jouer,
courir, sauter, que tu as besoin d'elle. Au début, Gabriel trouva l'idée étrange, presque ridicule. Mais Léonard était incroyablement patient, aimant, totalement différent de l'homme froid et tyrannique qu'il avait été pendant des décennies. Après 3 mois de travail quotidien, Gabriel fit ses premiers pas tremblants mais magnifiques. La nouvelle se répandit rapidement à travers le pays. Il créa une fondation solide avec une équipe pluridisciplinaire de professionnels dévoués pour poursuivre ce travail révolutionnaire. Ce n'est ni de la magie ni de la supercherie, expliquait Léonard à des médecins sceptiques venus enquêter. C'est une combinaison puissante, un véritable espoir, un travail acharné et une ouverture d'esprit envers ce que la science ne comprend pas encore. En 2 années extraordinaires, plus de 100 enfants montrèrent des améliorations significatives et mesurables. Léonard savait pertinemment que tous les cas n'aboutiraient pas à des miracles, mais chaque sourire, chaque progrès, chaque petit pas valait tout l'or du monde. Caleb revenait de temps à autre en visite discrète, toujours avec ce même sourire paisible, toujours aussi humble. « Tu m'as littéralement sauvé la vie et l'âme », dit Léonard, ému, lors d'une de ses visites précieuses. « C'est vous qui vous êtes sauvé, monsieur Pierce », répondit Caleb avec sagesse. « Moi, je vous ai juste montré que c'était possible, que le chemin existait. » « Mais comment savais-tu tout ça? Comment un enfant de 11 ans peut-il posséder un tel savoir? » Caleb sourit doucement. « Parfois, Dieu choisit les plus humbles pour accomplir les plus grands miracles sur terre. » La dernière fois qu'ils se virent, Caleb lui dit doucement qu'il devait partir. « Et où vas-tu maintenant? »« Là où l'on a besoin de moi. » Il y a encore beaucoup de gens à travers le monde qui doivent se souvenir qu'un vrai miracle est toujours possible. Léonard ne revit jamais Caleb physiquement, mais sa présence spirituelle restait vivante dans chaque vie touchée par l'amour, dans chaque enfant qui marchait à nouveau, dans chaque famille qui retrouvait l'espoir. Si vous aussi vous croyez que l'impossible peut devenir réalité grâce à l'amour et à l'humanité, laissez un like, partagez ce message avec une personne spéciale et répondez en commentaire. Croyez-vous au miracle?